Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de la solidarité, de la bienveillance et du respect. Comment se relever après une nouvelle foudroyante? On va mettre en place ensemble la méthode de Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie. Parce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle foudroyante, quand on vit un événement pénible, on perd de l'énergie. On va essayer de travailler ensemble. Donc, on va lire le livre et à chaque étape, on parlera d'un protocole. Il y a 22 protocoles qui sont en place. Et chaque protocole, c'est comme si en Afrique, c'était des coutumes ou des traditions ou des rites qu'elle a essayé d'arranger à sa sauce et qu'elle a nommé protocole. Voilà. La clé de votre énergie, les 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. On va à l'introduction. Nous avons tous vécu des épreuves. Quel que soit notre âge, nous espérons qu'elles cessent un jour ou l'autre de nous impacter. Deuil, rupture, maladie, échec, licenciement, problèmes familiaux, divorce, faillite. Parfois, la vie semble s'acharner injustement. On se relève à peine qu'un nouveau coup dur nous replonge au fond du trou. Nous avons commencé à manger bio, à pratiquer la méditation. Nous avons rencontré des thérapeutes pour apprendre à nous aimer, à pardonner. Depuis, c'est vrai que l'envie de nous exiler à l'autre bout du monde nous traverse un peu moins l'esprit qu'auparavant. Mais, paradoxalement, dès qu'une nouvelle épreuve surgit, un sentiment de colère et de frustration souffle en nous d'une manière plus violente encore. Et de nous répéter, je fais tout ce qu'il faut, pourquoi ça ne va jamais? Alors, comment s'en sortir? Par quels moyens aller mieux? Se reconstruire, retrouver la joie et la sérénité. Tant que j'avais encore un peu d'énergie, mon optimisme prenait le dessus et je repoussais chaque jour l'échéance de chercher réponse à ces questions existentielles. Je trouvais toujours une bonne raison d'avancer. À la manière d'un cheval de trait, je m'épuisais à soulever des fardeaux émotionnels de plus en plus lourds au fil des années. J'étais à l'époque inconsciente de ma souffrance, aveuglée par les mouchoirs que j'avais posés sur mes yeux pour sécher mes larmes. Jusqu'au jour terrible où mon corps a lâché. Assise, debout, couchée, je souffrais d'une violente douleur qui partait du dos pour s'étendre jusque dans mes jambes. Très vite, on m'a diagnostiqué une double hernie discale. Certes, voilà un mal dont on ne meurt pas, mais pour un animal habitué à pratiquer le galop, cette immobilité douloureuse s'apparentait à une petite mort. Faire semblant d'aller bien était devenu impossible. Puisque je ne pouvais plus bouger, je me suis imposé un bilan. Cela faisait 4 ans que la vie me chahutait sévèrement.
Le divorce avec mon premier mari continuait de faire des vagues, impactant douloureusement mon cercle familial. J'avais perdu confiance en moi sur le plan professionnel après les refus d'un manuscrit et de différents projets de documentaires. C'est alors qu'un immense drame est survenu. Ma petite sœur, dont j'étais devenue si proche depuis 3 ans, est décédée après plusieurs mois de coma. Quelque temps après, une de mes meilleures amies, sous l'emprise de son mari, mourait d'épuisement à force d'être harcelée. Puis, plus anecdotique, mais cela a fini par m'achever, j'ai été agressée par la violence verbale inouïe d'une personne de mon entourage à qui j'avais fait de la peine sans m'en rendre compte. 2 jours plus tard, une double hernie discale me paralysait. Malgré la présence bienveillante de Stéphane, mon mari, je pleurais de douleur, effrayée par la violence de ce que me faisait vivre mon corps. Inutile de faire appel à Freud pour deviner que ce n'était pas cette dernière difficulté qui me terrassait, mais le cumul des épreuves. J'étais un escargot maintenu en plein soleil et dont la coquille était fissurée. Me reconstruire est alors devenu ma priorité. J'ai lu avec avidité des manuels de développement personnel en espérant trouver les clés qui m'aideraient à sortir de mon désarroi. J'ai été notamment attirée par les propos du médecin psychiatre Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire. Pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. En d'autres termes, tant que nos blessures émotionnelles ne sont pas guéries, l'univers, ce que Jung appelle la conscience cosmique, va faire en sorte que nous attirions des personnes et des situations qui nous feront revenir ces blessures afin de nous donner une chance d'en comprendre le sens, de les digérer et de ne plus en être affectés. Le temps a passé et cette phrase de Jung ne quittait plus mon esprit. En effet, sur le plan professionnel, il se produisait quelque chose d'assez stupéfiant. Alors que j'avais passé 15 ans de ma vie à réaliser des films animaliers et des enquêtes scientifiques, enchaînant sans relâche les tournages, voilà que tous mes projets étaient systématiquement refusés par les chaînes de télévision depuis 1 an. À l'incompréhension succédait l'exaspération. Je me persuadais que des réponses positives allaient finir par arriver. Mais les mois s'écoulaient et rien ne se passait. Je me suis retrouvée sans emploi. Avec le chômage est survenue la honte. Puis la fin de mes allocations et là, plus un sou. Financièrement, c'était la bérésina.
Jusqu'au jour où une conseillère d'orientation de Pôle emploi m'a conviée à un entretien pour faire un point sur mes recherches. Pardon. J'ai pris cela comme une agression. Tout va bien. Je suis en train d'écrire mon prochain roman. J'ai des projets de film. Ce n'est pas la peine d'insister. Je ne viendrai pas. Lui ai-je répondu avec la diplomatie d'un roquet en colère. Mais l'administration n'avait que faire de mes états d'âme. Quelques semaines plus tard, j'ai été dans l'obligation de me rendre à Saint-Denis, l'antenne dédiée aux intermittents du spectacle. Une fois sur place, j'ai finalement desserré les dents et j'ai même sympathisé avec cette employée souriante. Je lui ai fait part de mes nombreux projets et d'un rêve, celui d'écrire une série pour la télévision. Après 2 heures de rendez-vous, je lui ai tendu la main pour la saluer. « Vous n'avez pas renseigné votre adresse mail », m'a-t-elle fait remarquer. Je lui ai alors expliqué que je ne la communiquais plus pour limiter les pertes de temps et les informations sans intérêt. C'est dommage, vous pourriez recevoir des annonces de stage, a-t-elle insisté. Sans m'écouter, elle a fait défiler les pages sur son écran avant de poursuivre. Voyez là, on a reçu des propositions de masterclass organisées par l'école de cinéma de Luc Besson. Intriguée, je me suis rassise. Elle m'a tendu 10 pages de différents programmes. J'en ai saisi un au hasard et j'ai lu « Apprendre à écrire une série télé ». Ma mâchoire s'est décrochée. Mon cœur s'est emballé. Instantanément, j'ai songé à cette phrase de Jung. Comprendre quelque chose de ses épreuves. Sans refus des chaînes télé, pas de chômage. Sans chômage, pas de rendez-vous Pôle emploi. Sans rendez-vous Pôle emploi, aucune chance d'être au courant de ce stage. Et si cette absence de travail que je vivais comme une injustice me permettait d'atteindre mon rêve? Renseignement pris. La masterclass coûtait cher et commençait 3 semaines plus tard. Je n'avais plus une minute à perdre. J'ai remercié ma conseillère et j'ai filé préparer un dossier à l'attention de l'AFDAS, l'organisme de prise en charge du remboursement de la formation. Puis, je me suis présentée, frétillante, au guichet. Je suis désolée. M'a asséné l'hôtesse d'accueil en me rendant les documents. Le délai minimum avant dépôt des requêtes a été porté à 1 mois. Or, votre stage commence dans 3 semaines. C'est trop tard pour vous inscrire. Dans ma tête, c'était l'affolement. J'oscillais entre doute et certitude. Mais si Jung avait raison, je devais suivre cette masterclass. Il y a forcément une solution, lui ai-je dit d'une voix mal assurée. J'avais l'intuition que ce qui allait se tramer ici aurait un impact sur l'ensemble des épreuves de ma vie. Si j'étais prise, je mettrais toute mon énergie à apprendre ce qu'enseignait le drame, des événements douloureux passés. Vous n'êtes pas auteur par hasard,
m'a-t-elle alors demandé. Si, parce que si vous pouvez justifier 9 000 € gagnés en 2 ans en tant qu'écrivain ou scénariste, ça marche. Pardon. Le délai pour les auteurs est de 3 semaines au lieu d'un mois et la date limite, c'est aujourd'hui. J'ai foncé chez moi aussi vite que possible pour transmettre une copie de mes justificatifs. Une bonne nouvelle n'a pas tardé à tomber. La prise en charge de ma formation était acceptée. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'école pour me convier à un entretien et me voilà admise à l'une des 8 places disponibles. Ce qui venait d'arriver était étourdissant. Je l'ignorais à l'époque, mais l'histoire n'allait pas s'arrêter là. Quelques mois plus tard, en raison de la défection d'un professeur, le directeur de l'école de cinéma, qui connaissait mon travail de romancière, m'a confié les cours, écrire un scénario et concevoir un personnage pour les étudiants des premières et deuxièmes années. Cerise sur le gâteau, un producteur m'a ensuite confié l'écriture d'un projet de série télé. Le bilan était clair. Le chômage que je vivais comme un drame absolu était devenu l'escalier qui me conduisait aujourd'hui à accomplir mon rêve. Ce jour-là, j'ai compris que tout était sens. Tout dans notre vie a un sens. Et après, que pouvais-je faire pour guérir et avancer? Des années plus tôt, en tant que journaliste et réalisatrice, j'avais rencontré des personnalités qui m'avaient invité à porter un autre regard sur les blessures qu'infligeait la vie. À l'époque, je ne m'étais pas sentie concernée, mais ma vision cartésienne avait été véritablement ébranlée. Guérisseur, magnétiseur, médium, chaman, il m'avait confié leur technique de guérison et la manière dont il avait appris à se relever. Ni biologie, ni psychologie, ils étaient question d'une énergie et d'une vision fondamentalement différente de tout ce que j'avais appris jusque-là, et si cela pouvait m'aider. J'ai appliqué ces techniques semaine après semaine, mois après mois. Je me suis reconstruite en me libérant de blessures héritées de ma famille, en éloignant mes peurs, en déculpabilisant, en guérissant. Ma vie s'est transformée, sublimée. Puis j'ai décidé de partager ces protocoles énergétiques dans des ateliers. Et quel bonheur d'y accueillir des thérapeutes, des psychologues et même des médecins venus des 4 coins de France. Tout au long de ces années, j'ai reçu tant et tant de témoignages d'inconnus dont la vie a changé, que j'ai eu un déclic. Le temps de partager ce précieux savoir était venu. Ce livre est le fruit de 10 ans de cheminement. Vous allez vous libérer de vos émotions douloureuses et vous reconnecter à votre force intérieure, la clé de votre énergie. Conseil.
Prenez le temps de lire le livre en entier avant de mettre en pratique les protocoles. Car les protocoles, ce n'est pas des recettes de cuisine, c'est tout un cheminement. En effet, si vous vous rendez directement aux pages concernées, vous n'aurez pas connaissance des explications et cela bloquera votre mental. Donnez-vous toutes les chances de réussir en laissant le livre infuser en vous complètement. Première partie. Faites le bon diagnostic. Je ne sais pas si vous voyez. Première partie. Faites le bon diagnostic. Chapitre 1. Identifiez les blessures émotionnelles. Modifier notre regard face à l'adversité, voilà notre objectif. Quelque chose de formidable se cache dans les épreuves. Pour l'instant, nous ne voyons que la boue. Bientôt, nous serons en mesure de comprendre qu'il s'agit en réalité d'un engrais pour nous aider à pousser autrement. En prenant du recul sur les événements, nous allons cesser de les percevoir comme des catastrophes et chaque épreuve se transformera en expérience. Nous ne sommes ni les victimes du sort, ni la cible de quelqu'un. Nous avons quelque chose de positif à intégrer dans l'épreuve que nous vivons. Désormais, attentive à cette manière de concevoir la vie, je découvre le best-seller de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Cette thérapeute canadienne a fondé ses recherches sur les propos du neurologue Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse. Celui-ci affirme que notre apparence physique pourrait avoir un lien avec nos émotions. En étudiant plusieurs milliers de cas, Lise Bourbeau avance qu'il existerait ainsi 5 blessures: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Chacun d'entre nous serait amené à vivre 2 ou 3 prépondérantes. Elle décrit dans son livre la manière dont notre corps en porte les stigmates et propose un portrait robot pour chaque blessure. J'ai choisi de vous en présenter les caractéristiques majeures en les rapportant à des personnalités politiques bien connues. Les 5 blessures capitales. La blessure du rejet. Corps étroit ou mince durant l'enfance avec très souvent un creux au niveau de la poitrine. A comme un masque autour des yeux. Recherche la perfection dans le travail. Solitaire et considéré comme à part dans sa corporation. Choisit de fuir face à une situation difficile. Alain Juppé, François Bayrou. Blessure d'abandon. Corps qui manque de tonus. Dos courbé, regard triste, recherche l'attention et rêve d'exercer un métier qui rend public. Demande des conseils et ne les suit pas nécessairement. Ne supporte pas de vivre seul. Très chaleureux avec son entourage, François Hollande et Lionel Jospin. Blessure d'humiliation. Corps et visage ronds.
yeux grands ouverts, n'aime pas aller vite, essaye d'être parfait pour éviter les critiques, s'impose de faire plus pour les autres que pour lui-même, au point d'avoir le sentiment qu'on abuse de lui. Marine Le Pen et François Mitterrand. Blessure de trahison. Corps bien proportionné qui exhibe force et pouvoir, regard intense et séducteur, intolérant aux problèmes des autres, aime tout contrôler et n'arrive pas à déléguer, cherche à impressionner, comprend et agit rapidement. Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin. Blessure d'injustice, corps droit et apparence parfait, fesses rondes, regard brillant et vivant, très exigeant envers lui-même, cherchant la perfection. Estime qu'il n'a aucun problème et a des difficultés à se faire plaisir sans se sentir coupable. Emmanuel Macron et Benoît Hamon. Si vous pensez en lisant ces lignes, je ne me reconnais pas dans une de ces descriptions et que votre entourage dit « mais si, c'est exactement toi », c'est normal. Notre mental essaye toujours de nous éloigner de notre blessure. Afin de nous protéger de cette prise de conscience douloureuse, j'en ai fait l'expérience lors d'une conférence dans laquelle je venais de les évoquer. Un homme est venu à ma rencontre pour m'interroger. J'ai noté 4 blessures. Il m'en manque une. J'ai attiré son attention sur le fait que celle qui lui manquait était sans doute sa blessure majeure. Son mental cherchait ainsi à lui éviter une souffrance au cas où il ne serait pas prêt à voir la réalité en face. Il m'a souri, incrédule. Je lui ai alors demandé de me citer celle qu'il avait notée. Il lui manquait la trahison. C'est toute ma vie, a-t-il murmuré, ébahi. Êtes-vous prêt à tenter l'expérience? Notez à votre tour les 5 blessures sans tourner la page. L'objectif n'est pas de tester votre mémoire, mais de faire une expérience. Donc, vous avez vu comme elle a marqué, hein? Vous allez noter les 5 blessures. Quelle chance si vous en avez oublié une ou deux. Vous venez d'identifier à coup sûr vos blessures majeures. Sinon, fiez-vous aux descriptions physiques présentées précédemment. La manière dont notre corps exprime nos blessures majeures est très intéressante. Mais le plus déconcertant est que ce que Lise Bourbeau affirme concernant leur origine, notre âme choisirait un certain nombre de blessures à expérimenter, par exemple le rejet et l'injustice, ou la trahison et l'abandon. Ainsi définis, nous attirerions sans arrêt des personnes et des situations qui nous feraient revivre ces blessures jusqu'à ce qu'elles cessent de nous impacter. Les premières personnes que nous choisirions seraient nos parents. Notre âme déciderait de l'environnement familial, culturel et sociétal dans lequel nous naîtrions. Lorsque j'ai découvert cette approche, je suis restée perplexe. Puis, en réalisant la série Enquête extraordinaire, dédiée notamment à l'hypothèse de la persistance de la conscience après la mort, mes certitudes ont été bouleversées.
Un peu plus de la moitié de la population mondiale croit à la réincarnation. Mais cela restait à mon goût une vision exotique et orientale des choses. J'étais loin d'imaginer ce que j'allais découvrir en étudiant l'histoire du petit James, un des cas ultra documentés qui demeure un mystère pour la science. Originaire de Louisiane aux États-Unis, James est âgé de 2 ans en 2000. Lorsque commencent ses cauchemars, il ne cesse de crier « Avion en feu ! Avion en feu ! Avion en feu !» et de frapper contre son lit à barreaux en hurlant qu'il n'arrive pas à sortir du cockpit. En grandissant, l'enfant prétend être un aviateur américain ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale, dont la base était le porte-avions Natoma. Il va jusqu'à donner le nom de ses coéquipiers et désigner l'île d'Iwo Jima comme l'endroit où son avion a été abattu. Il faudra plus de 10 ans de recherche à ses parents, pourtant sceptiques, pour admettre que leur fils est sans doute la réincarnation de James Houston, tué en 1945 par l'armée japonaise lors d'un raid aérien. Tous les détails donnés par l'enfant, dont certains étaient gardés confidentiels par l'armée, ont été vérifiés et validés en 2011. C'est impressionnant, mais le plus stupéfiant est ce que dit James à ses parents concernant sa conception. « Je vous ai choisi, toi et maman, pour être mes parents. » Le père, yeux grands ouverts, lui demande « À quel moment ?» « Quand vous étiez en vacances à Hawaï, dans l'hôtel de couleur rose. » Or, d'après sa date de naissance, c'est en effet dans le Pink Palace à Hawaï, où ils étaient en vacances, que l'enfant a été conçu. Aussi fou que cela puisse paraître, nous choisirions donc nos parents, et pas seulement. Tous nos proches et notre entourage familial, amical et professionnel. Le Dalai Lama n'a-t-il pas déclaré à ce sujet: « Nous sommes plus de 7 milliards sur Terre et il est absolument impossible que les personnes à nos côtés soient là par hasard. » Mais alors, comment faire pour que nos blessures émotionnelles cessent de réapparaître? Sortir du cycle des blessures émotionnelles. La première étape est de prendre conscience de vos blessures et de les accepter. Si vous n'avez pas défini vos blessures majeures lors de l'exercice précédent et que vous ne vous êtes pas retrouvé dans les descriptions physiques, voici une méthode efficace pour y parvenir. Écrivez les mots-clés qui vous rappellent 6 ou 7 épreuves. Cela peut, par exemple, être le nom de celui ou celle qui vous a quitté ou trompé, un décès qui vous a bouleversé, une gifle que vous avez reçue enfant, une remarque vexante d'un membre de votre famille ou d'un collègue, un accident de voiture, un conflit, la perte d'un animal de compagnie, un poste que vous n'avez pas obtenu. N'hésitez pas à être exhaustif.
Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, qu'il s'agisse d'un fait ancien ou récent. Cela n'a pas d'importance. Plus on mentionne des preuves, plus la suite sera intéressante. Repérez les preuves. À l'aide d'une lettre, qualifiez maintenant la manière dont vous avez vécu chaque épreuve par l'une des 5 blessures. I pour injustice, R pour rejet, A pour abandon, T pour trahison, H pour humiliation. Si une épreuve traduit 2 blessures, par exemple injustice et trahison, notez les 2 initiales correspondantes. Il est souvent difficile de faire la différence entre le rejet et l'abandon. Le rejet est provoqué par une décision. Par exemple, lorsque enfant, on nous disait « Tu ne manges pas tant que tu n'as pas fini tes devoirs ». Quant à l'abandon, il est dû à une inattention ou un événement apparemment indépendant de notre volonté. Par exemple, je suis arrivé en retard pour venir te chercher parce qu'il y avait des bouchons. Faites le compte du nombre de I, R, A, T, H. Si 2 ou 3 blessures reviennent plus que d'autres et que cela confirme ce que vous pensiez, très bien. Cela vous étonne. C'est encore mieux. Quoi qu'il en soit, vous venez d'identifier les blessures qui impactent votre vie. Attention, chaque épreuve peut être perçue différemment selon celui qui la vit. Une rupture peut être assimilée à l'abandon par l'un, comme un rejet, une trahison, une humiliation ou une injustice par un autre. De la même manière, une perte d'emploi, une tromperie, un échec et un accident, des événements qui n'ont rien à voir entre eux, peuvent tous être ressentis, par exemple, comme de l'injustice. Grâce à cet exercice, vous venez d'identifier les blessures qui nourrissent les cycles des épreuves évoquées par Jung. Qui n'a jamais dit ou connu quelqu'un vivant les épreuves ci-dessous? C'est terrible. Toutes les femmes avec qui je sors me trompent. J'ai la mouise. Tous mes supérieurs s'acharnent contre moi. C'est rageant. Chaque fois que j'achète une nouvelle voiture, elle a un problème. Tant que nous considérons ces épreuves comme un drame, une malédiction ou que nous rejetons la faute sur les autres et que nous nous positionnons en victime, nous passons à côté du message. Notre âme a choisi d'expérimenter certaines blessures. Nous devons les dépasser pour qu'elles cessent de nous impacter. Il s'agit de notre défi majeur. Si cette épreuve se répète dans un cycle infernal, cela signifie que l'on est passé à côté d'un message essentiel. Une de nos blessures anciennes n'est pas encore guérie, car un événement douloureux cache toujours un cadeau invisible sur le moment. Nous avons une opportunité de nous reconstruire en ayant conscience de cette faille en nous. Étonnamment,
nous allons nous rendre compte que nous faisons vivre à notre entourage et à nous-mêmes sans arrêt cette même épreuve. Or, le meilleur moyen de ne plus être impacté par cette blessure est de cesser de la faire vivre aux autres et à nous-mêmes. Reprenons les exemples de personnalités politiques pour comprendre l'effet boomerang des blessures émotionnelles et leur cycle infernal. Ça va être long, hein? On est parti pour plus d'1 heure de vidéo, hein? Parce qu'à la fin, je vais donner le protocole 1. Reprenons les exemples de personnalités. Reprenons les exemples des personnalités politiques pour comprendre l'effet boomerang des blessures émotionnelles et leur cycle infernal. La blessure du rejet. On a lu qu'Alain Juppé se sentirait incompris. Il aurait des difficultés à exprimer ses sentiments et une tendance à fuir face aux problèmes. Ce comportement caractérise la blessure du rejet. Cela pourrait expliquer pourquoi il quitte la France après sa condamnation dans le cadre des emplois fictifs en 2004. Même décision en mars 2019. Il rejette les Bordelais, la famille historique qu'il a élue en cours de mandat. Décision qu'il prend après avoir été désavoué et donc rejeté lors des primaires de sa famille politique en vue de l'élection présidentielle de 2017. Au Conseil constitutionnel, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il prend des dispositions sur les lois et continue à rejeter les points qui ne sont pas conformes à la Constitution. Mettre à distance cette blessure du rejet commence par arrêter de se l'infliger et être attentif à ne pas la faire vivre aux autres. Cesser de fuir en déménageant. Arrêter de bannir tout ce qui nous ont contrariés. Privilégier des chemins qui n'imposent pas des choix. Enseignement, médecine, analyse, écriture, commerce, administratif. Garder de la mesure dans notre manière de qualifier l'autre, notamment pour tous ceux dont le métier conduit à porter un jugement sur autrui. Pour se soulager, il faut arrêter de faire vivre ce rejet autour de nous. La blessure de l'abandon. François Hollande a un regard triste malgré le grand sens de l'humour que tout le monde lui reconnaît. L'ancien président semble espérer reconquérir l'opinion en réalisant un immense tour de France pour dédicacer son livre, parfois jusqu'à 2 heures du matin. Cette recherche d'attention connue des artistes est typique de la blessure d'abandon. Ces personnalités vivent souvent mal le célibat. Hollande s'est d'ailleurs fait remarquer en vivant avec 2 femmes en même temps. La médiatisation de sa liaison avec Valérie Trierweiler l'a obligé à officialiser sa séparation d'avec Ségolène Royal. Il faudra les indiscrétions de Closer pour qu'il rompe publiquement avec Valérie Trierweiler au profit de Julie Gaillet. Et c'est tout naturellement qu'en 2017, il abandonne l'option de briguer un 2e mandat à la présidence, ce qui est une première sous la Ve République. Cesser d'être dépendant du regard des autres, c'est se libérer de notre blessure d'abandon. Mais il faut aussi être attentif à ne pas abandonner nos amis ou les personnes qui nous accompagnent à la première contrariété.
et éviter d'abandonner tous nos projets en cours, passion, hobby, idées professionnelles. La blessure d'humiliation. François Mitterrand, Georges Marchais et Charles Pasqua étaient connus pour leurs réflexions mordantes et humiliantes. Pour parer aux reproches, ils étaient constamment à l'affût des humeurs des autres au point de perdre de vue leurs propres besoins et envies, ce qui alimentait leur blessure d'humiliation. Marine Le Pen porte la même blessure. Elle s'est fait humilier par son père qui a dit avoir honte qu'elle porte son nom. En retour, elle l'humilie en l'excluant du parti qu'il a fondé. À ce jeu, Donald Trump est un expert, lui qui humilie violemment ses concurrents et les journalistes à coups de tweets, allant jusqu'à écrire qu'on peut faire ce que l'on veut des femmes. Si l'on souhaite ne plus subir les remarques désobligeantes de notre entourage personnel, professionnel, voire d'inconnus dans la rue, il est opportun d'éviter soi-même les petites moqueries, les humiliations ou les surnoms dégradants dont nous pourrions affubler nos proches, en arrêtant d'en faire toujours trop pour ne pas décevoir. On se sentirait aussi moins abusé par les autres, en étant attentif à la manière dont on se traite. Je suis bête, ou la façon dont on s'alimente. Cette blessure d'humiliation n'aurait plus lieu d'exister. La blessure de la trahison. Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin offrent un parfait exemple du principe « on attire à soi des personnes et des situations qui nous font revivre notre blessure ». Ici, c'est la trahison. Tous deux cherchent à tout contrôler, en particulier le futur. Ils vénèrent la fidélité et la confiance que les autres ont en eux et sont prêts à tout pour éviter un échec. Une suspicion de contrôle fiscal envers le père de l'un, un choix de candidats différents pour la présidentielle de 1995, une mobilisation des syndicats pour déstabiliser l'autre, une accusation vice-versa dans l'affaire Clearstream. Ces deux hommes s'acharnent à se trahir mutuellement depuis 15 ans. Ils renforcent ainsi la blessure de trahison et le risque d'autres les trahissent à leur tour. Cessez de vouloir tout maîtriser, de contrôler notre entourage officiellement pour l'aider. Ce qui nous rassure en réalité est commencer par tenir nos engagements envers nous-mêmes. Régime, sport, détente, arrêt de la cigarette est le meilleur moyen de se défaire d'une blessure de trahison. Je répète cette phrase quand même. Cessez de vouloir tout maîtriser, de contrôler notre entourage officiellement pour l'aider. Ce qui nous rassure en réalité est commencer par tenir nos engagements envers nous-mêmes. Régime, sport, détente, arrêt de la cigarette est le meilleur moyen de se défaire d'une blessure de trahison. Si nous apprenons à être moins impatients, la trahison, personnelle ou professionnelle, ne sera plus qu'un mauvais souvenir. La blessure de l'injustice. Emmanuel Macron, celui qu'on a appelé
le fils caché de François Hollande, prend la place de ce dernier au présidentiel. Sa motivation et son programme ont été annoncés clairement. Hollande est prévenu. Cette décision n'est pas vécue comme une trahison, mais comme une injustice. C'est la blessure d'Emmanuel Macron. Rien d'étonnant qu'il soit omnibulé par celle-ci. La justice devra être plus facilement lisible pour le citoyen, annonce-t-il dans son programme en février 2017. Son motif pour supprimer la taxe d'habitation n'est pas de souhaiter relancer l'immobilier, mais selon ses termes en mars 2017, d'abroger un impôt injuste comme 80% pour 80% des ménages. En janvier 2019, il déclare « La vraie injustice n'est pas que l'un gagne plus que l'autre, mais puis 2 mois plus tard, ce n'est pas une politique d'injustice, mais une politique d'investissement. » Comment cesser de se sentir injustement traité? D'abord en prenant conscience de l'injustice que l'on se fait à soi-même. Comment passer son temps à rechercher l'excellence dans tous les domaines de notre vie au détriment de notre santé ou du temps passé avec nos proches? Commençons par ouvrir les yeux sur notre sensibilité et nos plaisirs pour éviter un burn-out. Faisons attention à ne pas oublier injustement ceux qui nous ont aidés et à l'impact de chacune de nos prises de décision. Le plus souvent, 2 blessures majeures nous impactent, ce qui les rend difficiles à identifier. C'est le cas d'Anne Hidalgo. Physiquement, la maire de Paris a un corps aux proportions parfaites. Blessure d'injustice. Avec des hanches un peu plus larges que les épaules. Blessure de trahison. Lorsque Bruno Julia, son adjoint, démissionne en 2019, il évoque une double trahison dans les décisions qu'elle aurait prises sans le consulter. Un départ qu'elle dit vivre à son tour comme une trahison après ce qu'elle a fait pour lui. En 2008, lors des élections municipales, elle obtient le maximum des suffrages au premier tour et pourtant elle perd au second en raison de la coalition des 2 autres candidats. Une injustice qu'elle rejoue à son tour en 2014 lorsqu'elle devient maire de Paris alors que sa propre liste est battue dans le 15e arrondissement. Accepter l'épreuve. On y va. Bah, ça va prendre 1 heure. Hein. Dis donc, ça va être long. Accepter l'épreuve. Que nous portions une ou plusieurs blessures, la clé est d'être attentif à ce que nous faisons vivre à notre entourage, mais aussi à nous-mêmes, et d'observer la façon dont nous percevons les événements. L'exemple suivant le montre clairement. Nicole participe à un de mes ateliers. Elle me raconte l'injustice qu'elle a ressentie quand son compagnon ne lui a pas souhaité son anniversaire au réveil. D'autres personnes l'auraient vécu comme un rejet, une trahison, de l'humiliation ou de l'abandon en fonction de leur blessure. Le soir, en découvrant la fête surprise qu'il avait organisée avec tous ses amis, elle a éprouvé à nouveau ce sentiment d'injustice, mais cette fois parce qu'il n'avait pas deviné qu'elle aurait préféré un dîner en tête-à-tête. Avec le recul,
Elle a compris qu'elle considérait chaque événement à travers le prisme de sa blessure. Elle ne se rendait pas compte qu'elle infligeait à son tour cette injustice en râlant toute la journée alors que son compagnon n'avait cessé de penser à elle. Tout au long de notre vie, nous allons attirer des personnes et des situations qui vont nous donner l'opportunité de vivre ces blessures pour les guérir. Le comprendre permet d'arrêter de juger hâtivement les actes de ceux qui nous entourent et de les vivre beaucoup mieux. Désormais, il faut considérer chaque nouvelle contrariété comme l'occasion de rectifier notre attitude. Et voici un exemple. Laurent, un ami qui vit dans le sud-ouest, partage un pied-à-terre à Paris avec sa sœur qui habite en Espagne. Portant une blessure du rejet, il aime ces moments de solitude et a horreur d'être envahi par des inconnus. Comme on attire à soi des situations qui nous font vivre nos blessures, le hasard fait que sa sœur propose à ses amis de passage de venir dormir dans l'appartement. Au moment où Laurent y séjourne, il vit ce concours de circonstances comme un rejet de la part de sa sœur. Il la rejette à son tour en décidant de ne plus autoriser de visite intempestive. Jusqu'au jour où la belle-mère de sa sœur, atteinte d'un cancer, vient à Paris pour des examens la semaine où Laurent s'y trouve. Il se fige. Elle peut venir, mais je vais à l'hôtel. C'est la belle-mère qu'il rejette. Laurent déplace le problème en se rejetant de l'appartement. Il n'a pas compris que tout conspire autour de lui pour le placer face à sa blessure autant de fois que nécessaire. Tant qu'il n'aura pas appris de cette situation, cesser de faire vivre le rejet autour de lui, sur mes conseils, il décide d'accepter sincèrement sa venue tout en restant dans l'appartement. Que s'est-il passé? La belle-mère a envoyé un email en expliquant qu'elle préférait s'installer chez une amie pour se sentir soutenue et sa présence n'a donc pas importuné Laurent. Ne plus faire vivre notre blessure à nous-mêmes et à notre entourage, c'est agir pour éviter que les mêmes épreuves se rejouent sans arrêt tout au long de la vie. Ne plus avoir la personne qui réactive notre blessure n'est pas la solution. Reconnaître notre blessure, l'accepter, prendre conscience des cycles et du fait qu'elle se représente pour notre bien est le meilleur moyen de s'en réparer et de cesser de souffrir. Reconnaître notre blessure ne signifie pas tout accepter. Face à un abus, une agression morale ou de simples paroles prononcées avec méchanceté, il est indispensable de se protéger et d'exprimer ses ressentis. Bien sûr, je ne parle pas ici de viol, de coups ou de perversion, de toutes ces violences pour lesquelles la fuite est la seule option. Après avoir réagi, c'est l'épreuve en elle-même qu'il faudra reconsidérer comme un apprentissage. En prenant du recul, parfois des années plus tard, lorsque l'on se sera reconstruit, que l'autre sera éventuellement excusé, on sera plus fort, on aura développé des aptitudes et des talents dont on ne s'imaginait pas capable. Il sera alors temps de regarder cette épreuve différemment. En attendant le moment où l'on ira mieux, on a le droit de partager notre désarroi et notre haine.
Il est normal d'en vouloir à une personne pour ce qu'elle nous fait subir, même s'il s'agit de nos parents, d'un frère, d'une sœur, de grands-parents, d'un époux ou d'une amie. Mais pour accepter cette épreuve et avancer sur notre chemin de vie, il est recommandé de se libérer de notre émotion toxique. Un jour, on y arrive. Chaque chose en son temps. Je vous conseille d'évacuer d'abord votre ressentiment, votre rancœur, votre frustration et votre colère auprès d'un tiers ou d'un thérapeute. Cela évitera que ces sentiments ne s'expriment pas de la violence ou à travers une maladie. Et si vous ne parvenez pas à prendre du recul, les chapitres suivants vont vous aider. Et n'oubliez pas, ceux qui nous font souffrir nous aident à prendre conscience de nos blessures, des cycles qui se rejouent et à nous en débarrasser. Même si c'est difficile à concevoir, nos bourreaux sur l'instant sont les meilleurs alliés de notre évolution à venir. Se distancier de l'épreuve. Parfois, on se trompe de cible. Dans ce cas, cela indique avec certitude que nous nous reprochons quelque chose. Par exemple, si notre Père nous a fait vivre des choses très graves et que par un phénomène inconscient, on en veut plus férocement à notre mère de ne pas nous avoir protégés, cela signifie souvent qu'on s'en veut à soi-même de ne pas avoir su dire stop. De même, si un ami nous meurtrit en prenant une décision que notre colère se déplace vers sa femme parce que tous les problèmes viennent d'elle, c'est qu'on s'en veut de n'avoir pas anticipé le problème avec cet ami. Enfin, dernier exemple, si l'on se fait harceler au travail et que l'on critique notre frère de ne pas se préoccuper de nous, cela est souvent le signe qu'on s'en veut de ne pas arriver à tenir tête à notre supérieur. En raison de cette culpabilité lavée, nous nous blessons mentalement et physiquement. Et c'est ainsi que l'on se punit. Cela s'exprime très concrètement lorsqu'on chute par inadvertance dans un escalier, que l'on se cogne bêtement ou qu'on se fracasse un orteil contre un meuble. Ces coups physiques correspondent à l'expression de notre culpabilité. Plus on a souffert, plus notre mental nous empêche de voir la vérité en face. Ceux qui resteront sceptiques face à ces lignes sont ceux qui ont vécu des épreuves très dures. En cherchant à nous protéger, notre mental nous éloigne de la compréhension. On va commencer. Protocole 1. Sortie du cycle des blessures émotionnelles. Prenez conscience des cycles qui se répètent pour pointer les blessures qui vous affectent. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Remarque, si vous avez la certitude qu'aucune blessure ne vous affecte, cela signifie que vous portez celle de l'injustice, celle qui prétend injustement « je n'ai rien, je vais bien ». De fait, cette blessure mène souvent au burn-out, puisque en étant inconscient de votre souffrance, vous ne vous arrêtez jamais de travailler. Réalisez que l'autre a certainement la même blessure que vous et qu'il vous aide à conscientiser vos points sensibles. Posez les limites de l'acceptable. Confiez vos ressentis pour vous libérer de la colère. Exprimez à l'autre que cela vous a fait vivre
telle blessure. Soyez attentif à ne pas faire vivre cette blessure à votre entourage. Cessez de vous l'infliger. Dépasser cette épreuve, c'est comprendre qu'elle réactive quelque chose qui demande à être guéri. C'est arrêter le processus de répétition. Cesser d'en vouloir à l'autre, c'est commencer à se débarrasser de votre blessure. Ne le faites pas pour faire plaisir à l'autre. Agissez ainsi parce que c'est le seul moyen de vous libérer. Vous avez guéri d'une blessure lorsqu'elle cesse de se répéter. Protocole 1. Sortie du cycle des blessures émotionnelles de Natacha Calestrem, la clé de votre énergie. Ensemble, bâtissons.